Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors là, dans mon chaudron, j'ai fait une cuvée spéciale parce que j'ai rajouté à tous les ingrédients que j'utilise d'habitude, qui sont l'amour, la spiritualité, la bonne humeur, la jeunesse, la joie de vivre, tous les ingrédients traditionnels du chaudron, là j'ai rajouté en plus de l'art. Et vous allez voir que ça dépote. Je ne vais pas vous donner toute la recette parce que vous le savez, c'est le chaudron du druide, l'émission. Donc c'est une recette secrète, donc on ne va pas donner tous les ingrédients parce que vous pourriez copier la recette et ça, c'est pas possible, il y a un copyright dessus. Alors là, je suis toujours dans la région de Bordeaux et je suis avec, vous avez vu la vidéo précédente avec Jean, là je suis avec sa compagne, Sabine, dans leur demeure, donc c'est toujours un prieuré, hein, non, un presbytère, voilà, décidément, hein, je mélange tout, moi, quelle horreur, oh. Donc dans un presbytère, donc vieille pierre, bonnes énergies, tout est magique, et donc je suis avec Sabine Ortiz. Bonjour. Bonjour Sabine, écoute, merci de nous recevoir dans ton intimité. Et puis on va parler un petit peu de tout ce que tu fais, il y a quand même beaucoup de choses. Mais avant, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis surtout comment t'en es arrivé là? Oui, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Sabine Ortiz et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous tous. Alors me présenter, ça va être le moment peut-être le plus difficile parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées tout au long de ma vie. Alors, on va commencer sur la peinture, d'accord. Donc, j'ai toujours été guidée par quelque chose qui m'a toujours inspirée au niveau de la création artistique. Donc, très tôt, j'ai suivi une carrière artistique. J'ai commencé à faire une école de restauration de tableaux. D'accord. Qui a commencé très jeune après mes études. Et de là, j'ai créé une galerie d'art sur Bordeaux où j'ai rencontré des artistes, notamment Robert Vallée, qui a été mon mentor pendant quelques années. Et j'ai appris énormément de ces grands hommes qui ont fait l'art sur Bordeaux. Alors, est-ce que je te coupe? J'ai posé une question certainement stupide, mais les téléspectateurs le savent, je pose toujours des questions stupides. Mais pourquoi est-ce que tu as été attiré par la restauration de tableaux plutôt que par la création de tableaux? Je pense qu'il fallait que je découvre l'âme des artistes. J'en étais pas consciente lorsque j'ai fait ça. C'était en fait une quête, une recherche. Je recherchais quelque chose à travers la restauration. D'accord. Exactement quoi, j'étais très jeune, donc je ne peux pas savoir exactement pourquoi je suis partie sur la restauration de tableaux, mais il y avait quelque chose qui m'attirait. En fait, c'était la recherche. La recherche artistique, bien plus que tout ce qui entoure la restauration de tableaux dans ce qui est en fait de ce qui est connu, hein, la technique, comme ça. C'était une recherche. Donc c'est effectivement sur la base de la restauration de tableaux que j'ai réussi à explorer aussi des domaines qui m'ont emmené à découvrir aussi des techniques que j'ai mis au point, des créations, et qui ont évolué tout au long de 36 années de travail. Oui, 36 années de travail. Donc j'étais restauratrice de tableaux, donc j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Ça avait déjà commencé avec ma galerie d'art, de très grands artistes, et j'aimais écouter. Je partageais beaucoup avec eux et j'aimais écouter tout ce qu'ils m'enseignaient. Et Robert Vallée, je sais que c'est un grand peintre à Bordeaux qui m'a beaucoup appris, qui a été mon mentor et qui m'a appris à aller voir au-delà des apparences. Déjà dans l'art, au-delà des apparences, au-delà de... Il me disait, Sabine, regardez, allez dans la nature. Tout se trouve dans la nature et écoutez votre cœur. Et j'étais très jeune à cette époque-là, donc il y a eu plein de choses que je ne comprenais pas. Après, j'ai rencontré d'autres amis qui se sont rajoutés, des artistes aussi qui ont travaillé au Grand Théâtre, des décorateurs, des écrivains, et qui me disaient, tu sais, on avait 20-30 ans d'écart, il me disait, tu verras, un jour tu vas ouvrir cette petite fenêtre en toi, et lorsqu'elle sera ouverte, tu vas plonger. Et en plongeant,
c'est en fait revenir sur soi, tu vas savoir qui tu es. D'accord. Alors quand j'ai arrêté ma galerie d'art, je me suis, mais vraiment, je suis devenue une ermite, hein, je me suis enfermée dans mon atelier. D'accord. Et pendant 2 années. Quand tu avais ta galerie d'art, tu faisais déjà toi-même des tableaux? Oui, j'ai toujours créé. Restauré, créé, plus la galerie, oui. Ok. Alors les amis, les photos que vous voyez défiler sur le coin de l'écran, ce sont des tableaux de Sabine. Hein, depuis le début, vous avez vu, j'ai fait passer un certain nombre de photos, ce sont ses œuvres. Voilà, donc, oui, j'ai toujours fait la restauration, la création, Ouais. et donc tous mes métiers en fait. Hein, mais l'un ne va pas sans l'autre. Au tout début, je sais que lorsque j'étais restauratrice de tableaux, Ouais. il était très difficile d'être créatrice, parce que lorsqu'on est restaurateur de tableaux, restauratrice, on s'identifie à un peintre. Ouais. Lorsqu'on est créateur, on devient nous-mêmes, on fait ressortir notre part de nous-mêmes pour le mettre sur une toile. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que quand on est très jeune, on ne sait pas qui on est. Oui. Et la première question, je me rappelle, que je me suis posée lorsque je me suis installée dans mon atelier, et je me suis posé la question, mais tu es qui? Ouais. C'est la première question. Qui tu es toi pour faire ça? Mais qui es-tu? Et déjà revenir à toi, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux peindre? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux offrir? Je voyais des artistes faire des expositions tellement extraordinaires que je me disais, ma pauvre fille, mais t'en as pour des années pour arriver à faire un millième de ce que ces grands peintres font. Là, je parle des grands peintres, hein, Allo, Soust, Gouvernator, Pomerol, Gouvernateur, comment il s'appelait aussi, Soust, oui, qui a été alors Soust, j'en parle beaucoup, comme Gart, qui ont été pour moi des hommes qui ont navigué entre le passé et le futur. Ils ont vraiment, et tout en étant dans cet instant présent, pour donner vraiment à l'art toute sa dimension. Et c'est là aussi, je ne mesurais pas encore pourquoi j'aimais autant ces artistes, mais en fait, ils étaient entre ces deux mondes. Et moi, je naviguais en me cherchant, et en fait, ils m'ont beaucoup apporté. Beaucoup apporté. Voilà, donc alors il y a une multitude d'artistes évidemment que j'ai exposés, que j'ai rencontrés, des partages donc qui seront inoubliables. Et petit à petit, la restauration s'est légèrement retirée de ma vie pour laisser place à ma création. D'accord. Et là, c'est un travail encore plus personnel. Et je me suis enfermée pendant plus d'1 an. C'est là où est né donc Shambhala. D'accord. La toile que je t'ai présentée tout à l'heure. D'accord. Et donc pendant 1 année, je me suis, je dis bien, réfugiée dans le cœur de mon atelier, que j'avais aménagé avec des drapés, des bougies, et j'ai lu le livre de Shambhala, que une amie, mais aussi une très bonne cliente, m'avait offert, parce que je souffrais beaucoup dans ma création, parce que trouver sa voie c'est très difficile, et elle est arrivée avec ce précieux cadeau en me disant, Shambhala, c'est le bouquin qui a été écrit par Gévaudan, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-ci. Alors c'est un livre, je ne me rappelle plus, qu'il a écrit parce que je l'ai brûlé. Je l'ai brûlé à une certaine époque de ma vie. Oui, mais je ne me souviens plus. Il y a eu quand même plusieurs livres autour de Shambhala. En tous les cas, ce livre-là m'a complètement bouleversée, au point que je l'ai fermé, je l'ai posé sur le coin de mon bureau et j'ai dit, s'il résonne autant en toi, c'est qu'il y a des choses à dire. Et j'ai vu apparaître une toile très longue, de 2 mètres sur 1. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Et j'ai donc tiré une toile sur des morceaux de bois, parce qu'acheter une toile comme ça coûtait déjà très cher. Et j'avais pas les moyens, j'avais raté ma galerie d'art à cette époque-là. Je n'avais rien. Mais par contre, j'avais ma foi et j'avais mon envie de créer cette toile. Et j'ai vu du jaune apparaître. Le jaune s'est placé sur la toile. Et je me suis mise devant le tableau. J'ai pris les couleurs qui m'inspiraient. J'ai pris mes pinceaux. Et j'ai donné 2 coups de pinceau. Et ces 2 pinceaux ont créé la toile. Pour cheminer à la fin, du début à la fin, il y a eu 1 année de travail. Sans gagner d'argent. Je mangeais un repas sur 2, voire 3. Et quand je mangeais, c'était un plateau de frites avec un café. Donc c'est pour dire que vraiment, mais j'étais habitée, habitée par ça, et c'était magique. Donc là, j'ai commencé à entendre des voix, des protections, on me disait des choses. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je retournais, mais personne dans l'atelier, j'étais toute seule, je perds la boule, qu'est-ce qui se passe? Non.
Et j'ai eu l'envie d'aller chercher des... À l'époque, c'était des tourne-disques, donc je suis partie chercher un disque avec des chants tibétains. Chants tibétains, moi j'étais sur la période disco, j'adorais danser aussi le disco, et non, des chants tibétains, et là j'entendais cette musique qui me transportait. Et là ça a été, je dirais, mon début vers la spiritualité. D'accord. Il y a des choses qui s'amorçaient, mais bien cachées et très présentes. Mais je ne savais pas. Heureusement d'ailleurs, je pense, à cette époque-là. Voilà, donc j'ai avancé comme ça. Alors après, dans ma vie privée, évidemment, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai une enfant, j'ai une fille adorable, qui est très grande maintenant, 28 ans, qui est une créatrice elle-même en pâtisserie, qui fait de très belles choses. C'est un bel art aussi. Oh, oui, parce que là, c'est vraiment de l'art aussi. Hein. Voilà, donc, et puis j'ai avancé, jusqu'au moment où j'ai créé une école. L'école, elle est née, mon atelier artistique, mon école est née à la suite d'une rencontre. C'est une dame qui un jour a frappé à la porte de mon atelier où j'étais l'ermite, l'artiste isolée. Et elle a frappé à ma porte en me disant vous avez arrêté votre galerie d'art? J'ai dit oui. Elle me dit je prends des cours avec vous. Mais je ne suis pas prof. C'est bien la dernière chose que je veux faire. Je ne veux pas être prof. D'accord. Je veux peindre pour moi, restaurer si oui, mais peindre pour moi. Elle m'a dit non, moi je veux personne d'autre que vous. Et en fait, c'était un ange venu me mettre sur la voie. D'accord. Voilà, Marie-Paul. Et donc j'ai accepté, Marie-Paul est rentrée dans mon atelier, j'ai accepté donc la recevoir alors que je n'aimais pas que les gens rentrent dans mon atelier. C'était trop intime. Et puis on a partagé, on a échangé, c'est une dame merveilleuse et j'ai accepté de la recevoir une journée par semaine. D'accord. Et on a eu beaucoup de complicité et c'est elle qui a qui m'a aidé à avancer vers l'enseignement. D'accord. C'est là comme ça que c'est né. Et puis un jour, ben voilà, j'ai eu après mon mari et les gens venaient frapper à ma porte. Je venais, même quand je déménageais, on frappait à ma porte, je prends des cours avec vous, ainsi de suite. Et je leur disais, bah, écoutez, moi j'avais une grande maison, je vivais dans une ancienne abbaye à cette époque-là, et je disais, bon, je veux bien, pourquoi pas, je m'ennuie un petit peu la semaine aussi, j'ai beaucoup de choses à faire, mais bon, pourquoi pas, allez, une petite journée par semaine. Et puis il y a une personne, 2, 3, 4, 5, 10, 15, et puis mon mari m'a dit, mais écoute, ça serait bien que tu montes une association, tu vois bien que tout le monde, les gens sont heureux, tu apportes beaucoup de choses. Bah, on a créé notre association qui a duré au total plus de 30 ans. D'accord. Plus de 30 ans. Voilà, donc petite association, petit groupe qui a grossi. J'ai fini sur des ateliers énormes. Où je suis partie après à Bordeaux. Alors la loi de l'attraction, je peux s'assurer qu'elle marche. Juste dans la passion. Et les gens venaient à moi de tous les côtés. Et donc là, j'avais des ateliers sur Saint-André parce que je suis une personne extrêmement fidèle. Donc mes premières élèves, évidemment, je les ai gardées. Certains sont restés 15-20 ans avec moi. Après, j'avais mes ateliers sur Bordeaux. Où j'ai créé on va dire un deuxième atelier. Hein. Et puis évidemment, il y a une multitude d'expositions où je rendais hommage à un grand maître. Parce que progressivement, et en avançant tout doucement comme ça, les choses se sont placées sur ma route où je suis devenue une technicienne. D'où le travail de la restauration de tableaux. La restauration de tableaux m'a conduite vers ça. Et en fait, je ne savais pas, mais je canalisais déjà tous les artistes décédés. Et ça se faisait simplement, tout est simple. Même dans la spiritualité, les choses sont simples. Elles ne sont pas compliquées. Donc je mettais en place une exposition. Et quand je mettais en place une exposition, c'était toujours l'événement annuel qui n'était pas encore révélé au grand public. Alors ça a été toutes mes expositions. Alors la première, on peut dire, ouais, c'est trop rigolo. La deuxième, on dit, ouais, c'est trop bien la coïncidence, le hasard fait bien les choses. La troisième, on se dit, oups, qu'est-ce qui se passe? La quatrième, on se dit, là, c'est pas possible. La cinquième, non, mais là, c'est quoi? La sixième, non, mais là, c'est pas possible, ça dépasse toute compréhension. La septième, la huitième, on dit, là, c'est du divin. Et là, on comprend qu'il y a une guidance. Alors, c'est sûr que pour avoir ce recul, il a fallu des années. On ne peut pas avoir un recul comme ça sur une période de 2 ans, 3 ans ou 5 ans. On parle de 30 années de travail où je travaillais 70 heures par semaine. D'accord. Et pendant donc, toutes ces dernières années, on va dire ces 20, 25 ans passés,
j'ai voulu, me rapprocher de la peinture de la Renaissance italienne. Ouais. Et donc j'ai travaillé beaucoup, on va dire, dans cette période-là, puis un peu en avant et en arrière aussi, parce qu'il y a aussi, j'ai travaillé les icônes avec, voilà, plus dans la partie du Moyen-Âge, mais aussi les peintures contemporaines, les impressionnistes, en fonction des niveaux des élèves, bien évidemment. Tout le monde ne peut pas attaquer le XVIe siècle au XVIIIe siècle en arrivant et en étant débutant. Oui, bien sûr. Donc on commence tout doucement et on a commencé comme ça, j'ai commencé à créer des ateliers et j'ai après aussi formé des personnes qui étaient des personnes qui souhaitaient faire de grandes écoles. Ouais. Donc j'en ai eu pas mal en formation, qui ont très bien réussi aujourd'hui dans la vie, qui ont tous des voies artistiques accomplies, sont des personnes accomplies, de très beaux artistes. Voilà, donc, et les techniques, oui, les techniques, la dernière exposition c'était sur Pompéi, par exemple, avec la mairie de Bordeaux. Okay. Et donc là aussi, alors là, Pompéi, elle a eu deux périodes, parce que là, il y a eu une période de ma vie un peu difficile, on va dire, où j'ai traversé des problèmes de santé très importants. Et donc j'avais dû interrompre Pompéi. Mais comme je m'étais fait la promesse au tout début de la création de mon association, je m'étais fait la promesse d'honorer deux grands peintres et deux grandes techniques qui étaient pour moi Michel-Ange. Les fresques de Michel-Ange, évidemment, le Sacré sur Terre, et la peinture de Pompéi. Pourquoi je l'ignore? Après, j'ai su évidemment parce que j'avais vécu une vie là-bas. Donc c'était Pompéi était très important aussi pour moi. Et peut-être lié aussi à ce que l'on vit aujourd'hui sur la Terre. D'accord. Et donc, ben voilà, donc j'ai travaillé cette exposition sur Pompéi, avec les techniques évidemment des cires puniques qui avaient été utilisées, les pigments, les cinabres, toutes les... alors évidemment adaptées en fonction aussi des besoins, parce que je ne pouvais pas transposer mes toiles, des peintures sur les murs avec mes élèves, c'était juste pas possible. Alors on a fait des fresques sur bois, les panneaux, il y a eu quand même une centaine de kilos au total de chaux, de sable, de pigments. Et je travaillais vraiment, comme chaque exposition, avec la technique du siècle, du peintre et tout. Donc à chaque fois qu'il y a une exposition qui était menée, c'était avec parfois 3, 4 années, 20 ans de recherche. Pour avoir certaines recherches, il m'a fallu, certaines techniques, il m'a fallu 10 années. On ne trouve pas une technique comme ça aujourd'hui facilement. Et c'est tout mon travail de restauratrice qui m'a permis aussi de faire, de pouvoir mettre aussi des composants qu'on ne trouvait plus, de pouvoir adapter ce produit-là avec celui-ci. Des pigments, savoir que ceux-là pouvaient se neutraliser, ceux-là ne peuvent pas se mélanger. Donc il y a des millions de combinaisons au niveau de la couleur. Et c'est tout ça qui m'a emmené à avancer et au bout d'un moment, évidemment, je peux dire que je me suis amusée. Tout était... je remercie l'univers de m'avoir permis d'exercer ce travail-là. D'accord. Toute ma vie, quand je t'entends parler, il y a des images qui me viennent. Dans la création des pigmentations, j'ai oublié les termes, c'est plus de l'art, ça, c'est de l'alchimie. Oui. Complètement. C'est-à-dire c'est un laboratoire. D'ailleurs, mon atelier était devenu un laboratoire. D'accord. Oui. Et au niveau, par exemple, des médiums, c'est une très bonne question qui a été très importante avec les centaines de personnes que j'ai eues en atelier. Les gens qui venaient, par exemple, c'était justement pour la technique. Et je leur disais souvent, est-ce que vous aimez cuisiner? Parce que quand on rencontre des dizaines, des centaines de personnes, c'était une grande joie de faire des rencontres, mais au bout d'un moment, j'ai rencontré tellement de personnes différentes et tout, je leur posais une question qui simplifiait tout. Est-ce que vous aimez cuisiner? Et on me disait, oui, alors vous serez peintre. Et si on me disait, ah non, j'ai horreur de cuisiner. Et là, je disais, alors là, je vais m'embêter. Parce que la personne qui n'aime pas mélanger, elle ne peut pas être peintre. D'accord. Et ça, c'est des centaines de personnes, je veux dire, voilà, c'est un parcours. Dans ce parcours-là, toutes les personnes qui n'aimaient pas manger et qui n'aimaient pas cuisiner, je suis désolée, ces personnes-là avaient des difficultés en peinture. D'accord. Il y a une générosité dans le côté
convivialité. Alors moi qui aime bien manger et qui aime bien faire la cuisine, je devrais faire la Alors peinture. tu viens dans mon atelier, je t'apprendrai à faire. Je t'apprendrai à faire. Je suis un cas désespéré, moi. Jamais. Ah bon, ça n'existe pas dans mon atelier. D'accord. Ça n'a jamais existé. Ok. Il n'y a personne de désespéré. Le professeur, je pense, je leur disais à mes élèves, il y en a qui m'appelaient maître vénéré pour rigoler. Hein. Oui, non, d'accord. C'était pour s'amuser. Je leur disais, sachez qu'une chose, je ne suis qu'une élève. Et jusqu'à mon dernier souffle, je ne resterai qu'une élève. Je suis juste un peu en avance, c'est tout. Parce que j'ai travaillé depuis plus longtemps que vous. J'ai commencé, je crois, à la maternelle, comme je disais tout à l'heure, c'est à la maternelle que j'ai commencé. À la maternelle, j'ai illustré la classe. Au CP, c'était l'école. Donc, on appelait mes parents, vous vous rendez compte, pour leur dire qu'il y avait des dons artistiques énormes. Donc, j'étais que toute petite, j'étais une petite fille. Et moi, je me réfugiais dans ce monde-là qui était mon monde. Et qui est en fait lié totalement à ce que je vis dans ma spiritualité aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui m'a préparée à être celle que je suis devenue 30 ans après. D'accord. Ok. Bon. Bah écoute, impressionnant. Alors je suppose que tu dois avoir des petites anecdotes sur la peinture. Ah oui, oh là là, il y en a beaucoup. On pourrait écrire un livre. Oui, on va peut-être pas. Alors on n'écrira pas le livre aujourd'hui parce que ça serait trop long. Oui. Mais alors, tu voudrais que je te raconte une histoire extraordinaire que j'ai pu vivre. Alors, pour résumer une histoire qui m'a beaucoup touchée, alors il y en a eu plein, hein, mais celle-ci est toute particulière parce que justement, elle va permettre, elle m'a aidé à aller au-delà encore de tout ce que je faisais. Voilà, même toutes ces années où c'était extraordinaire dans ma réalisation, ou avec ces rencontres et tout, mais ça m'a encore conduite à aller au-delà de ça pour progresser, de ne pas rester dans un acquis, dans une... C'était facile pour moi, je suis devenue le peintre reconnu en clair-obscur avec Caravage et Georges de la Tour. J'ai eu des centaines de personnes, j'ai travaillé 4000 tableaux, c'était facile, j'avais des gens qui arrivaient de tous les côtés. C'était très facile de rester dans cet engrenage et ce côté confortable. D'accord. Non, ça m'a jamais intéressé. Je mettais toujours des challenges. Et un jour est arrivé effectivement une histoire. J'avais eu un sinistre à l'atelier, totalement prévu, d'une certaine manière par le divin, on va dire. C'était un cadeau du ciel, même si je ne l'ai pas vécu comme ça au début. Oui, j'imagine. Voilà. Au début, je l'ai très mal vécu. Hein. Mais c'était effectivement un beau cadeau que j'ai reçu. Alors cette histoire, c'est donc il y a eu un dégât des eaux et lorsque j'ai mis un an pour remonter mon atelier parce que le dégât des eaux a été vraiment terrible et ma voisine avait quitté son appartement du dessus, elle était là depuis 18 ans, on s'entendait très très bien, elle avait quitté son appartement et elle m'a... Et puis donc, oui, l'appartement a commencé à être visité par des agents immobiliers. Et puis ils ont touché les petits boutons, les petits robinets, et ils sont amusés à toucher le cumulus. D'accord. Voilà. Et il y a un petit robinet, tout petit, sous le ballon. Et ils ont touché, ils sont partis. Moi, je suis partie en vacances pendant 15 jours. D'accord. Voilà. Et l'eau est tombée, imaginez, des milliers d'eau qui ont... De litres d'eau. Des milliers de litres d'eau qui sont tombés dans mon atelier. J'étais en pleine exposition. Sur une exposition que j'avais menée avec des tableaux, des icônes qui étaient de plus de 1,50 m de haut. Ça a été un drame. J'ai perdu 80 tableaux, 100 tableaux, je ne sais plus, qui avaient commencé, les enduits. Enfin, c'est un travail colossal. Et lorsqu'on m'a appelé, c'est les voisins qui se sont rendus compte qu'il y avait un bruit bizarre. Et ils m'ont vite téléphoné en me disant: Sabine, il y a quelque chose, j'entends un bruit d'eau derrière. Écoute, on t'a pas vu l'atelier, est-ce que tout va bien? Bon, j'écoute, j'arrive, on sait jamais, j'arrive. Alors là, je suis rentrée dans l'atelier et là, c'était le drame, tout avait été détruit. Et j'ai vu tous mes tableaux, évidemment, étaient remplis de champignons. Et il y avait accroché contre le mur les tableaux que je t'ai montrés avec les anges. Et ces tableaux, curieusement, n'avaient pas été touchés. D'accord. Il faut savoir que là, il y a eu, c'est pareil, des centaines et des centaines de litres d'eau qui sont tombés contre les parois. Donc, entre la paroi et la toile, la couche picturale, ici, il y a une zone où il y a de l'air. Et là, effectivement, des champignons auraient dû se placer et détruire totalement le tableau. Le tableau n'a pas été touché, malgré tout ça. Donc, c'est juste impossible. Alors, ça prouve aussi que
je l'ai encore compris des années après, c'est que la vibration de l'ange peint sur la toile évitait que les champignons s'installent. Donc tout était vibratoire. Ouais, bien sûr. Et donc j'ai vu que tous mes tableaux où figuraient des anges n'étaient pas touchés par les champignons. Ouais. Et il y a eu un tableau qui était très précieux pour moi, qui avait été peint à l'époque où j'étais avec Ossine Oussard. Et ce tableau-là, c'était les 2 tours du 11 septembre. Ouais. Ce tableau, je l'ai peint 15 jours avant le 11 septembre. Et il y avait 2 tours avec 2 avions, les éclats de verre partout. Il était réalisé avec de la peau de cacahuète et des pigments, donc c'était organique. Et tous ces pigments m'étaient collés sur du papier, marouflés sur bois. Et évidemment, toute l'eau qui était tombée sur ces toiles ont créé une moisissure qu'on appelle le chancy, qui a complètement oxydé toute la peinture. Et tout est devenu vert, un peu vert gris. Donc quand j'ai vu ce tableau qui était très important, détruit, complètement détruit, le papier qui se décollait et tout, j'étais effondrée. En plus, parce qu'encore côté matériel peut se réparer, mais là la peinture par elle-même c'était intouchable. Et il y avait maman à côté de moi qui me disait mais tu es restauratrice, tu pourras le sauver, tu pourras. Et je disais non, je ne peux pas, c'est du papier et je ne peux rien faire maman, pas à ce niveau-là, c'est du papier, tout part en poussière. Donc là il y a eu un huissier qui est venu évidemment pour faire un état des lieux, et l'huissier l'a pris en photo, donc j'ai une preuve aussi pour voir dans quel état était le tableau. Et j'ai ramené le soir même ce tableau à la maison précieusement. Je l'ai posé dans un coin du salon, pas trop près d'un radiateur, et je l'ai laissé. Et les jours passaient, plus je passais, je passais tous les jours en regardant le tableau et je disais qu'est-ce qui se passe là, je rêve ou quoi. Et les couleurs revenaient. D'accord. Les couleurs revenaient progressivement alors que je n'ai jamais touché le tableau. D'accord. Même pas enlevé, rien. Tous les champignons ont disparu. Et j'ai le tableau avant, j'ai le tableau avec les photos d'huissier, et j'ai le tableau d'aujourd'hui, c'est le même qu'au début. D'accord. Donc là, ça a été un grand mystère pour moi. Donc il y a plus d'une quinzaine d'années, à peu près une quinzaine d'années de ça, pas 15 ans. Donc c'était un grand mystère, je dis comment est-ce possible? Le papier qui se recolle sur le bois, les pigments qui reviennent alors qu'ils ont été détruits par un champignon. La poudre de cacahuète, ça pourrit, ça ne peut pas. La peinture à l'huile, on peut faire plein de choses avec la peinture à l'huile. Je peux faire des transpositions, enlever la couche picturale, la cartonner, la replacer sur une autre toile. Tout ça, c'est facile en tant que restauratrice de tableau, évidemment. Mais c'est quelque chose de tout à fait accessible. Mais pas ce genre de produit, de papier. Voilà, donc je ne suis pas la spécialiste non plus en restauration du papier. Même un restaurateur au niveau du papier, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire avec autant de dégâts. Donc ça a été évidemment très difficile, mais ça a été très magique et très initiatique en même temps. C'était déjà un chemin que je commençais à prendre qui me conduisait vers ce chemin d'aujourd'hui. Et puis voilà, les travaux ont commencé, 8 mois sont passés. Et j'ai réaménagé mon atelier en ramenant des tableaux, et je suis, comme les portes-fenêtres ont été complètement détruites, je suis venue dans mon atelier, il y avait des artisans qui devaient placer donc les portes-fenêtres, et j'ai eu ce jour-là une chute de tension, je suis tombée à 7 de tension et je n'ai pas pu rester à l'atelier. Donc à l'époque j'étais avec un ami médecin qui m'a dit repose-toi, les jambes un peu en l'air pour me stimuler un peu le cœur, et il me dit dès que tu te ressens un peu mieux tu rentres de suite à la maison. Ok, donc je laisse sur un papier à ces artisans mon numéro de téléphone, mon nom et tout ça, en leur expliquant. Ils me disent ne vous inquiétez pas, on s'en occupera. Et donc je suis partie, mais entre temps dans l'après-midi, pendant que j'étais allongée, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi qui a fait que je me suis levée et que il y avait une énergie qui ne me plaisait pas. Et à cette époque-là, je ne pouvais pas la définir, je savais quelque chose qui se passait. Et on avait mis des tentures partout, des rideaux pour éviter les poussières. Et j'ai ouvert le rideau et j'ai parlé les deux entrepreneurs, les 2 messieurs, et je leur ai dit excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit non, rien, on est en train de parler. J'ai dit vous êtes sûr là? Non, vous allez voir pourquoi. Donc je suis partie. Et puis 2-3 jours passent et je reçois un coup de fil de mes voisins en me disant Sabine, la porte de l'atelier est ouverte, il faut que tu viennes parce que tu n'es pas là, je t'ai pas vu de la journée, qu'est-ce qui se passe? Je dis oh là là, la porte ouverte de l'atelier, il se passe quelque chose. Donc avec mon ami on y va.
Et en fait, ces artisans m'avaient volé mes tableaux. Oh la vache. Et notamment les anges que tu as vus D'accord. dans ma chambre. Donc ça a été le drame, deuxième drame en moins d'1 an. Ouais, ok. Là, je suis tombée aveugle. J'ai perdu la vue. C'était trop. On m'avait volé mes tableaux, c'était trop. Le sinistre, le vol de mes tableaux, c'était pas possible. Et j'ai donc, voilà, je me suis effondrée, évidemment. On a appelé les assurances, la police, on a fait le nécessaire. Et je me rappellerai toujours, c'est que le lendemain, j'ai eu une dame, une inspectrice qui m'a appelée, qui m'a dit mais je vous en prie madame, ne soyez pas aussi malheureuse, ce ne sont que des tableaux. Et je lui ai répondu, vous savez, on peut me voler 100, 200 tableaux sur le bassin d'Arcachon, même si ce sont de belles toiles, c'est pas grave, j'en ferai autant que je veux. Par contre, là, on m'a touché à mes anges, et là, je ne me laisserai pas faire. Et là, je les retrouverai, mes anges. D'accord. Donc, on a eu rendez-vous, voilà, on a évidemment fait tout ce que l'on devait faire, tout ce qu'il était possible de faire. J'avais reçu intuitivement, on va dire, je savais exactement, je savais les personnes qui m'avaient volé le tableau. C'était venu à moi avec une grande vérité, une grande force qui aurait pu soulever des montagnes. Et donc je lui ai dit à cette dame, et cette dame m'a dit, ok, vous n'avez pas, surtout n'y allez pas, on va faire le nécessaire de mon côté, on va faire le nécessaire. Et c'est ce qu'ils ont fait de leur côté. Et moi j'ai négocié, je leur dis, vous leur dites une chose, je sais qu'ils m'ont volé mes tableaux, ce sont les artisans, vous leur dites que je leur donne 7 jours pour récupérer mes tableaux, je lève ma plainte, ils n'entendront plus parler de moi. Et elle m'a dit, vous savez Madame Ortiz, lorsque les tableaux sont volés, il faut savoir qu'il y a entre 2-3% des tableaux qui sont retrouvés. Oui, les autres sont détruits. Alors, ils sont détruits. Ils sont détruits, parce que les gens ont souvent peur, ils détruisent les tableaux. Sauf les grandes pièces, qui sont de grandes pièces évidemment, et qui peuvent être retrouvées, parce que bon, il y a des marques, hein, évidemment, donc il y a des protections. Donc là, c'était un parcours un peu difficile et je suis partie voir un prêtre, tout ça en quelques jours, Erdoc, un homme qui a été merveilleux. Et je suis arrivée, je pleurais beaucoup, il m'a dit, mon enfant, asseyez-vous, écoutez-moi. Il me dit, c'était les réponses les plus belles que j'ai pu avoir. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Le fait qu'on vous ait volé des tableaux, ou le don que Dieu vous a donné pour les peindre. Waouh. J'en pleure encore. Ouais, d'accord. Ouais. Ça m'a sauvée. Et il m'a dit, je vais vous allez aller dans votre atelier et vous allez dire à l'ombre, jamais tu ne m'auras, tu ne m'arrêteras pas, tu ne m'arrêteras pas. Il me disait, est-ce que vous croyez que tout l'amour que vous avez donné à vos anges est perdu? Et j'avais un lien avec mon ange. J'avais un lien, je dis bien un cordon qui me reliait à lui. Il pouvait être au bout du monde, c'était pareil. J'avais ce lien. Et ce lien était évidemment, on ne peut pas le détruire. Et c'était plus fort que moi, il fallait que je le retrouve. Et cet homme m'a beaucoup aidé dans cette acceptation. Et il m'a dit, vous allez apprendre à pardonner. D'accord. Vous allez apprendre à pardonner. Et je lui dis d'accord. Et il me dit, et parler. Allez parler à Jésus. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'avais peint à cette époque-là aussi, j'avais peint le carton de Léonard de Vinci. Sainte Anne, l'enfant de Jésus et Saint Jean-Baptiste. Et il a voulu ce monsieur a voulu que je vienne à la messe du dimanche. Et lorsque je suis arrivée, il a fait un sermon magnifique. Et j'ai dit, Dieu, j'ai pardonné. J'ai pardonné quoi qu'il arrive, même si je ne retrouve pas mes tableaux. J'ai pardonné totalement. Et que puis-je faire pour te prouver que j'ai pardonné? Ça, je parlais entre Dieu et moi. Bien sûr. Et j'ai offert un tableau. J'ai offert une de mes plus belles toiles qui se trouve à l'église de Saint-Germain de Cubzac. Et j'ai offert ce tableau en gratitude du don qui m'a été donné. Waouh, d'accord. Et ce tableau est visible, donc il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Voilà, c'est une très grande toile. Ça a été c'était très beau, c'était très émouvant, c'était fait avec beaucoup de sincérité évidemment. Et puis vraiment, j'étais plus dans l'attente de quoi que ce soit, j'avais relâché tout. Et le soir, à 11 h, on m'a téléphoné et j'avais récupéré mes tableaux. D'accord. Voilà, donc
le pardon apporte aussi beaucoup Oui, de... non, mais c'est évident ça. Le pardon. C'est une base dans les soins. Oui, donc, et quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse vivre de difficile, pardonner. Oui, oui, tout à fait d'accord. Voilà. Donc ça, c'était une histoire qui était magnifique, une des dernières histoires qui était très belle. Ok, ok. Ok, bah écoute, on va clôturer là pour la peinture, parce que je pense que c'est déjà chaud, enfin lourd, quoi. C'est ouf. Et oui, il y a eu beaucoup d'années. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Et on va parler d'un autre, j'allais dire travers, c'est pas un travers, je dis n'importe quoi, une autre facette de toi. Voilà, une autre facette de toi, qui sont les chevaux. Oui, les chevaux. Alors je sais que c'est un domaine où tu vas pas être très très bavarde, parce que les chevaux ça t'intéresse un peu, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Alors parlons des chevaux. Qu'est-ce que viennent faire les chevaux dans ta vie? Ah là là. Alors les chevaux, les chevaux. En fait, ils sont venus dans ma vie, je devais avoir à peu près 7 ans. J'étais passionnée par les chevaux, alors j'avais des posters partout dans la chambre, évidemment. Et puis j'ai commencé on a fait l'équitation avec ma soeur jumelle, à l'âge de 11 ans. Et les cloches sonnent, c'est magnifique. Les cloches ne sonnent jamais pour rien. Et donc à 11 ans, j'ai commencé l'équitation traditionnelle comme tout le monde, et j'ai commencé à découvrir le cheval, à apprendre d'abord à m'occuper de lui, c'est ce que je préférais d'ailleurs, même jeune. Et puis à l'âge de 13 ans, mes parents nous ont demandé, parce qu'on a même ma soeur jumelle évidemment, ce qu'on voulait pour notre anniversaire. Évidemment, on a demandé un cheval. Ah oui, d'accord. Voilà, on a demandé un cheval, même un double poney, on dit un poney, je crois qu'on était capable même de prendre un âne. Un cheval pour deux. Mais à 4 pattes. Il fallait vraiment un cheval. Voilà, donc papa était très heureux. Et puis maman, pas du tout, dans le sens où elle disait encore un cheval, les occupations et tout. On avait des animaux, évidemment, des chats, chiens et tout. Plus les études, c'était pas cette époque-là, il y avait les études, donc c'était pas rien. Et donc papa était tout à fait enchanté, puisqu'il avait eu des chevaux dans sa vie lui aussi, en Espagne. Et donc on a attendu, on a fait des recherches dans les livres, et puis un matin, papa est parti travailler, puis il est revenu à 13h pour manger, et il avait un sourire, je me rappelle encore jusque-là, et puis il nous dit qu'il avait rencontré un homme extraordinaire, et qui était marchand de chevaux. Voilà. Et que là, donc, il avait les yeux qui pétillaient. Et c'est là où il nous a annoncé que il y avait apparemment un petit poulain qui était né. Et pourquoi pas aller le voir. Voilà. Donc on a pris rendez-vous avec ce monsieur. Très vite, je crois que, je sais pas, le jour même, le lendemain, c'était très rapide. Et on a vu ce poulain. Alors, il faut savoir qu'il y avait des chevaux partout, des poulains, il y en avait de tous les côtés. J'aurais pu craquer pour d'autres chevaux, tout. Mais quand j'ai vu ce cheval, ce poulain, ça a été lui. D'accord. C'est lui. Tu as eu un coup d'amour. Ah, c'est un coup d'amour. D'accord. Et donc, on a attendu 3 ans. Parce qu'il fallait attendre qu'il grandisse, qu'il soit débourré, dressé, débourré. Donc, on a attendu 3 ans. Ce qui, je pense, du côté de mes parents, ils devaient se dire, puis d'ici là, ils vont peut-être oublier. L'adolescence arrivant avec les garçons qui vont les sorties, les chevaux, on se être un peu vus de loin. Donc peut-être que d'ici là, ils se seront calmés. Je pense que mes parents ne l'ont pas trop avoué, mais je pense qu'ils l'ont pensé. J'ai vu souvent des sourires comme ça se dessiner sur les lèvres, je pense que oui. Donc oui, donc évidemment, on a vu ce cheval grandir, on ne l'a pas vu souvent, on le voyait 1 ou 2 fois par an. Et puis un jour, le grand moment est arrivé, donc le débourrage, il est parti dans un château pour son débourrage. Et ça a été une catastrophe. Nous, on ne le savait pas évidemment, et pendant 3 mois, ils l'ont, je dis bien, martyrisé. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Ouais. Donc, pardon. Non, c'est pas grave. Tout va bien. Respire. Donc, lorsque Joris est arrivé à la maison, c'était un cheval qui avait beaucoup souffert. Et, excusez-moi, parce que... Non, mais... Parce que ces jours-là, en fait, ils ont aussi déterminé ma vie d'aujourd'hui, toute la vie, tout ce qui s'est passé après. Je suis désolée. Non, on appelle l'émotion. Ah oui. Voilà, parce qu'on remonte vite
en arrière Bien sûr. Et je revois toutes ces images de ce cheval qui souffrait terriblement, qui avait perdu toute confiance en l'homme. Il avait reçu des coups de fouet, enfin, il avait la commissure des lèvres ouverte sur 1 centimètre, il n'avait pas été ferré, il avait la sangle au niveau sous le ventre qui avait été, c'était du feu, c'était le rose, plus de poils, rose brûlé, les coups de fouet sur le corps. Il avait les yeux qui ressortaient, il avait perdu au moins 100 kilos, c'était un cheval qui faisait plus d'1,70 m au garrot, très très grand, 5 kilos, imaginez, on comptait les côtes. Voilà, donc on l'a enfermé, dans le box, ce que monsieur nous a dit écoutez, surtout, vous le laissez enfermer pendant 3 jours, et dans 3 jours, vous le lâchez, vous laissez faire. Donc voilà, nous on avait 16 ans, hein, à cette époque-là, je montais à cheval des petits chevaux des chevaux de club, donc des chevaux rodés, gentils. Quand on se retrouve devant un cheval de près de 700 kg qui est prêt à vous mordre, parce qu'il mordait aussi, cabré, il mordait, là on risque notre vie. Hein. Là, je le mesurais, j'en étais consciente. Donc là est arrivé, Joris est arrivé dans cet état-là, on l'a laissé 3 jours, papa lui a ouvert la porte, alors il est parti dans un galop. Elle a diminué de moitié de taille, à fond. Il y avait, à l'époque, c'était des clôtures du fil de fer barbelé. Il a freiné assis sur les fesses, hein, sur l'arrière-train. Donc on a dit, mon Dieu, il va se tuer, il va tomber dans les barbelés. Non, il s'est calmé. Et là, il est rentré, il ronflait, enfin, il était vraiment pas bien. Et on l'a laissé. Donc maman a dit, je me rappellerai toujours de cette phrase, maman a dit, j'ai pas élevé des enfants jusqu'à 16 ans pour qu'elles se tuent à cheval. Et là, ça a été un sacré challenge pour moi, parce que j'aimais ce cheval terriblement, alors que je ne le connaissais pas encore. Et donc, j'ai cherché par tous les moyens la possibilité de le sauver. Donc à cette époque-là, la com avec les chevaux, tout ça, ça n'existait pas. Non, bien sûr. On n'avait pas de vidéos, on n'avait pas des chaînes, on n'avait rien qui nous donnait des indications. Donc j'ai commencé à éplucher les livres, évidemment. On n'avait que des grands spécialistes. On avait les grands spécialistes qui l'ont mis dans cet état-là. Qui l'ont mis dans cet état-là, voilà. Tout va bien. Et nous, on n'avait pas le niveau. On n'avait pas le niveau de récupérer un cheval comme ça. Et j'en étais bien consciente. Et j'ai supplié maman de le garder et de me faire confiance. Et donc, j'ai commencé à lire et je ne trouvais rien de particulier jusqu'au jour où j'ai trouvé le souffle de l'Indien. D'accord. Et ça résonnait en moi, j'ai le souffle de l'Indien, et de souffler par le souffle, on peut transmettre plein de choses au cheval. Bien sûr. Mon Dieu, j'ai dit c'est ça. Et dans notre communication, alors, un cheval qui mordait, donc je ne suis pas arrivée au souffle du cheval du jour au lendemain, il m'a fallu des semaines, voire des mois pour arriver à ça. Mais il y avait une piste. Alors, j'ai suivi mon cœur tout simplement et mon amour pour lui. Et donc, j'ai attendu qu'il soit prêt. Évidemment, les choses se sont passées à merveille. Ce cheval a compris. Il nous a fait confiance en quelques semaines. Il a compris qui on était. Et progressivement, il a accepté de venir vers nous. Mais ça, vous voyez, je faisais ça. C'était un galop, il cabrait, il ruait, il partait. On ne pouvait rien faire. Une poche en plastique, c'était pas possible. Il devenait fou. La moindre chose, on n'a pas pouvoir l'attacher. D'ailleurs, pour l'attraper, c'est difficile. On ne pouvait pas. Donc tout ça. Et donc j'ai travaillé, mais je ne peux pas dire que j'ai travaillé. Je suis juste rentrée en contact avec lui de cœur à cœur. Et de là, commencé tout un apprentissage qui m'a enseigné, qui a duré quand même 33 ans. Oui, quand même. 33 ans. Et il m'a appris. Il m'a tout appris. Tout appris. Ça a été mon meilleur ami. Et nos échanges, alors là j'ai appris ce que c'était la communication aussi animale, alors que personne ne le faisait. Moi je pouvais partir à 200 km, mon cheval avait un problème, je recevais le message, je disais maman, papa, il faut qu'on parte de suite, Joris a un problème. Et effectivement on arrivait, Joris avait un accident. Il y avait une tempête, il s'était foulé le tendon, il y avait quelque chose, il y avait toujours quelque chose. Et ça a continué comme ça toute une vie. Et il a été vraiment, mon soleil, je dis bien mon soleil. Et puis Joris un jour est parti évidemment, il était âgé, donc il m'a quitté, ce qui était le drame de ma vie évidemment. Et quelques années après, ma jument est arrivée, ma jument d'aujourd'hui, que j'ai maintenant depuis 6 ans. Alors là, elle est rentrée, Joris est arrivé dans une période où il a été mon professeur dans un cycle de vie que j'avais commencé.
Et avec ma jument, on est rentré dans un autre cycle de vie qui appartient à ma vie d'aujourd'hui. Et elle est arrivée effectivement au moment où je changeais radicalement de vie, où je basculais de mon école classique de la Renaissance italienne à l'école de mandala. Donc j'ai fait quand même 4 années, 5 années de mandala, où après j'ai commencé la peinture énergétique. Depuis maintenant 5 ans, je crois, la peinture énergétique et vibratoire en correspondance avec les anges. Donc tout ça c'est placé simplement, naturellement, c'était très fluide. Et quand ma jument est arrivée dans ma vie, là aussi ça a été une histoire extraordinaire, c'est que quand je suis arrivée à un moment de ma vie où ma vie ne m'intéressait plus, j'avais eu une belle carrière, j'avais divorcé, mais tout perdait son sens, c'est-à-dire que tout me semblait, ce monde-là ne m'appartenait plus. J'étais plus du tout à l'aise dans tout ce qui se passait. Mais pas du tout. Donc, j'ai vécu des choses très difficiles et j'ai fini avec un cancer du sein. Qui a été ma renaissance. Donc, aujourd'hui, dès le début, je peux dire c'était dur au début parce que quand on passe 1 an à l'hôpital, c'est pas facile. Bien sûr. Mais en même temps, mon Dieu, que j'ai appris. Et c'est à la fin de ma radiothérapie, alors je suis à peine debout, que j'ai eu le bonheur de décider de reprendre contact avec le cheval, grâce à encore toutes les synchronicités sont fabuleuses. Une élève venait de s'inscrire à l'atelier, son ami était formateur, il avait travaillé avec des handicapés en tant que moniteur, merci, en tant que moniteur, des aveugles, les handicapés et tout, et je lui parle de mon histoire à mon élève et elle me dit mais écoute, mais François pourra t'aider, j'en suis sûre. Elle l'appelle aussitôt, mais que je serais heureuse de l'aider à remonter à cheval. Et donc j'ai recommencé tout doucement au pas, en sachant que j'étais dans un état où il fallait surtout pas que je tombe sur mon côté. J'étais très très fatiguée. J'ai recommencé comme ça à monter au pas, tout doucement, et ça a été aussi encore un ange j'ai rencontré toujours des gens comme ça qui sont des perles sur la planète. Il y a vraiment des perles sur la planète. Et ce monsieur est arrivé et d'abord il m'a aidé à faire mon deuil à mon cheval, ce qui était très important. Il m'a remise en selle. Ça faisait 30 ans que je n'ai pas remonté, puisque mon cheval à l'âge de 7 ans a été cardiaque. Il a fait 7 arrêts cardiaques. Donc ça c'est une autre histoire. Donc je ne pouvais plus le monter, ce qui n'était pas grave. Mais j'ai appris à accepter, à remonter le cheval, parce que j'avais aussi fait la promesse à mon cheval de ne jamais plus remonter notre cheval que lui. Le lien était tellement fort que j'ai dit, mais moi jamais je ne monterai notre cheval que toi. Voilà, donc là, il a fallu accepter et j'ai travaillé dessus et François m'a beaucoup aidé. Et puis un jour, il m'a dit, puis tu sais Sabine, un jour, il faudra que tu prennes ton propre cheval. Parce que là, je te prête ma jument, il faudra que tu aies toi-même ton propre cheval. Et je dis, oui, je comprends, mais je ne suis pas prête. C'est Joris, il me dit, oui, mais voilà, je dis, il est encore là. Et il me dit, oui, mais un jour, ça arrivera. Et puis c'est arrivé, au moment où j'étais prête. Et puis un jour, j'ai eu un rêve. C'était ma jument venait me chercher. Et elle est venue dans une vision et en me disant, je sais que tu sais, je sais que tu sais, tu sais que je sais, je suis là, je t'attends. Et de là, le lendemain, non, le soir même, pardon, un monsieur m'a téléphoné, qui avait entendu mon histoire avec Joris. Il avait trouvé tellement extraordinaire qu'il m'avait trouvé la personne qui allait me vendre le cheval. Non, mais des trucs de fou. Le monsieur, je n'ai jamais vu de ma vie. Et ce monsieur est venu me chercher le lendemain à la maison et m'a conduite avec sa femme vers la personne qui m'a vendu ma jument d'aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, lorsque je suis arrivée chez ce monsieur, et bien, effectivement, toutes les visions étaient justes, puisque toutes les visions que j'avais eues, c'était exactement chez lui. Et j'ai rencontré ma jument, et ça a été le coup de cœur instantané. Voilà. Bon, cool. Alors ça, c'est l'histoire, on va dire, de l'arrivée de Joris et de l'arrivée d'Anska. Et évidemment, Anska, ça fait 6 ans qu'elle est dans ma vie. Et évidemment, on a travaillé, c'est-à-dire tout ce que Joris m'a appris, plus tout ce que j'ai appris après, depuis. Surtout que je ne rentre pas du tout dans un registre conventionnel. Je ne suis pas du tout à suivre une école comme ça. Je suis juste mon cœur.
Ah, tu veux pas faire de compétition olympique? Non. Oh là Non, là là si là. j'ai dit à mon professeur que je voulais passer, Oui. quand on commençait les JO avec Anska, et elle m'a regardé les yeux comme ça, et je lui ai dit, mais attends, mais nous on passera sous les barres. Ok, d'accord. Non, non, on n'est pas faite pour ça, et même quand j'étais jeune, ça ne m'attirait pas du tout. Oui, je comprends tout à fait. Et j'ai donc travaillé une approche tout à fait particulière avec Ouais. une jument thérapeute qui m'a beaucoup aidée. Alors là, c'est des histoires aussi extraordinaires et qui emmènent à voir le cheval d'une manière totalement différente. Totalement Voilà, différente. c'est le cheval de demain. D'accord, ok, ok. Ce qui débouche sur ce qu'on appelle maintenant l'éthologie. Oui. Hein, on est en plein dans ça. Hein. Oui. Mais bon, je pense qu'on... Associé au divin. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on fera une autre vidéo où on va creuser peut-être un petit peu plus ce que tu fais maintenant Oui. avec les chevaux Oui. et ce que tu veux faire, parce que c'est un projet, on en a discuté un peu, Oui. c'est un projet qui est assez semblable à un projet que moi aussi j'ai, donc ça m'intéresse qu'on en parle, et ça va intéresser tous les gens qui aiment les chevaux, donc on fera une autre vidéo spécialement là-dessus. Avec grand plaisir, Gérard, avec grand plaisir. Pour conclure, on va parler 2 petites minutes d'une prochaine vidéo qu'on va faire ensemble sur un livre que tu es en train d'écrire, ou que tu as déjà écrit. Alors il est écrit. Il est écrit, Il ça est y est, écrit. d'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de 2 mots sur ce livre? Alors juste 2 mots parce que... Oui, on fera une vidéo spécialement pour ça, mais c'est ça. juste pour donner un peu envie aux gens Oui, de suivre les épisodes de La vie de Sabine. Oui, ils sont nombreux. Je m'ennuie pas. Hein. Oui, j'imagine. Je t'en peux. Alors, les épisodes... Alors cet épisode-là, voilà, les anges. Les anges, et par rapport à ce livre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que j'ai toujours aimé les anges. Et les anges se sont invités dans ma vie au moment, comme je disais tout à l'heure, où il y a eu l'arrivée de ma jument. Et c'est quand j'étais genou à terre, avec tout ce que je vivais, que j'ai parlé aux anges. Et je leur ai dit, écoutez, si vous existez vraiment, je pense que oui, mais si vous existez vraiment, c'est le moment. Parce que franchement, dans les galères dans lesquelles je suis, d'ordre affective, c'est pas la peine, je dis que, enfin franchement, là, cette vie-là, elle ne m'intéresse plus. Donc j'étais prête vraiment à faire le grand saut. D'accord, ok. Et c'est pour ça que quelque part, le fait d'avoir un cancer ne me gêne absolument pas. Okay, du tout, puisqu'en plus, c'était pour moi plutôt initiatique qu'autre chose. Et donc je leur ai dit ça, et le matin, j'étais vraiment très mal et j'étais vraiment en prière profonde. Et le matin, j'ai eu une envie d'aller chercher, de me préparer, d'aller à la FNAC. Et puis c'était plus fort que moi, ça m'a poussé derrière comme ça. Et je suis partie à la FNAC. Et là, je suis partie au rayon ésotérique, voilà, je regarde et puis les yeux se posent sur un livre. Alors, il y avait des centaines, évidemment, celui-là, je prends le livre, tu connais évidemment comment ça se passe, je prends le livre et c'était le livre de Dorine Virtue, le tout premier, où elle parlait de sa vie. D'accord. Et donc, je l'ai pas, j'ai regardé ça, je sentais dans mes mains qu'il fallait que je le lise. Donc je l'ai lu, et de là, elle lisait des choses, et je me suis dit, c'est pas possible, mais j'ai vu toutes les expériences que je vivais, parce qu'on parle de centaines d'expériences paranormales énormes, très importantes. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais là il faut c'est possible, mais c'est ma vie. Mais les anges existent, voilà. Et donc j'ai commencé à 4 années. Cette période a duré 4 années. D'accord. 4 années où je me suis... alors j'avais mes ateliers de mandala, mon autre atelier et mes ateliers de mandala qui étaient très intéressants. Et là, j'ai voulu vraiment rentrer encore plus en profondeur avec moi, avec ma relation avec le divin, avec qui j'étais encore plus profondément, parce que faut bien penser que quand on est restauratrice de tableaux, on s'identifie à des peintres, mais quand on est professeur, on n'est pas vraiment soi. Moi, je me suis toujours identifiée au peintre que je copiais. Oui, bien sûr. Je devenais, on va dire, celle qui portait la technique de ce grand peintre, mais moi, évidemment, je n'étais pas Sabine en tant que telle, elle n'existait pas. Donc c'est ce travail-là que j'ai voulu aborder, et je me suis construite pendant 4 années. D'accord. Et c'était 4 années qui ont été merveilleuses, où il y a eu un travail énorme qui a opéré, et évidemment, il y a eu plein de choses qui se sont passées avec les anges, alors là, jusqu'à la matérialisation des anges dans la pièce, des éclaircies, des feux d'artifice, de lumière, de couleurs,
des présences qui, la nuit, ils m'envoyaient des messages en rêve prémonitoire, en vision le matin, et lorsque je les écoutais pas, ils sortaient, l'énergie sortait de mon corps, ils étaient plus présents, ils me laissaient faire comme ça. Et on disait, ah ben tiens, tu n'as pas voulu nous écouter, mais tu vas voir un peu ce que c'est que maintenant tu vas ramer. Et là, ça a été très, je me rappelais toujours parce que je priais, je disais, mais pourquoi vous n'êtes plus là, je ne me sens plus en moi, mais qu'est-ce qui se passe? J'attendais vraiment de recevoir des signes, et j'avais appelé une amie en larmes en disant, ils sont plus là, ils sont partis, je les ai pas écoutés. Et en fait, c'était beaucoup d'humour, hein, beaucoup d'humour derrière. Et lorsque j'ai raccroché, c'était 1h, 11 minutes, 11 secondes. D'accord. Et là, j'ai dit, ça y est, c'est de retour. Et le soir, je me suis endormie. Et à 3h du matin, entre 4h du matin, ils m'ont réveillée. Et là, j'avais mon ange matérialisé dans la chambre, devant moi, tout blanc, immense. Et il tenait une jarre dans les mains. Si on peut dire des mains qui ne sont pas des mains, mais qui sont comme des mains. C'est très difficile. C'est comme on peut pas dire qu'ils ont un visage. Ils ont pourtant un visage en même temps et ils l'ont pas. C'est très confus et pourtant très réel. Et il tenait une jarre comme ça et il l'a déversée sur moi pendant que je dormais. Je le regardais et je baignais dans un océan d'amour. D'accord. De là, évidemment, ma foi en eux a été bien sûr. Incommensurable. Et je me suis vraiment investie. Et là, évidemment, il y a des synchronicités, plein de choses magnifiques qui se sont passées. Et jusqu'au jour où ils m'ont dit, maintenant, il faut que tu déménages. Maintenant, il faut que tu écrives. Il faut que tu déménages. Ah, il faut que tu déménages. Que je quitte Bordeaux et que je quitte mon atelier. D'accord. Imaginez la foi qu'il faut avoir. Parce que là, vous avez tout qui tourne, vous avez votre appartement à Bordeaux, votre travail, vous arrêtez tout. Seul. Et si j'arrête de travailler, il n'y a plus rien. Oui, bien sûr. Donc, ma foi est assez grande pour le faire. D'accord. Donc, j'ai mis un terme à mes activités de Bordeaux. Et je suis venue m'installer dans cette maison que je te reçois aujourd'hui. Ok, d'accord. Voilà comment je suis arrivée ici. Et mes anges, à ce moment-là, me disaient, le matin, je me réveillais, puis je me disais, allume la télé. Et puis, j'allume la télé. Et puis, il y avait Paris Saint-Germain. J'habite à Bordeaux. On est sur l'autoroute Paris et j'habite à Saint-Germain-de-la-Rivière. D'accord. Alors voilà, c'était quand même, alors il y en avait plein de signes, genre on leur disait confirmer, ça continue. Évidemment, j'ai envisagé, je suis partie aussitôt, je suis partie ici, je me suis installée et dans la semaine où je venais juste de terminer de ranger les cartons, j'étais assise sur mon canapé ici et là, il y a une force qui m'a aspiré, qui m'a porté pour que je m'assoie ici, là où je suis là aujourd'hui. Et j'avais mes papiers, c'est curieux, tu vois, j'ai un papier, un stylo, je me suis assise et ma main est partie. D'accord. Et j'ai commencé à canaliser des anges. Donc c'est ce fameux livre. Voilà, qui va naître sur les ailes de l'amour. D'accord. Bon. Et donc là, il y a tous les messages. Et là, il y a eu tout le parcours, l'initiation, On va pas creuser plus. Non. On va laisser le suspense. Oui, d'accord. Pour la prochaine vidéo. Oui, parce que sinon on va tout dire. Donc après, ça sera plus la peine, quoi. Non, c'est encore un autre chapitre. C'est très important. Ok, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon de Sabine. Est-ce que pour terminer, tu aurais un message, un mot, une idée à transmettre à nos téléspectateurs? J'en aurais plein. Un seul. Mais déjà, le premier, c'est de garder espoir dans cette période difficile. Que malgré toutes les apparences, et ça sera la prochaine vidéo, malgré toutes les apparences, tout ce que l'on voit aujourd'hui sur la planète, il y a des choses non dites qui existent. Et nous sommes extrêmement entourés, protégés et guidés. Et ça sera la prochaine vidéo, parce que c'est l'espoir pour l'humanité. D'accord. Voilà. Ok. Et ça sera le mot de la fin. Merci. Merci Sabine de nous avoir reçus. Chers amis, vous êtes toujours dans le chaudron du druide. L'aventure va se terminer maintenant. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage.
Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.